l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13h sur Geopolis Télévision. Avec une brève, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré ce lundi 21 octobre 2024 des élus belges d'origine congolaise lors d'une audience à Bruxelles. Cette rencontre a marqué un pas important dans le renforcement de liens entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Les élus ont donc partagé leur initiative avec la chef du gouvernement congolais, soulignant l'importance de leur rôle en tant qu'ambassadeur et porte-voix de la République démocratique du Congo au Parlement belge. Et puis, autre chose à présent, la levée de la grève dans le secteur de l'enseignement. Si le CIECO a décrété la levée après la rencontre du week-end avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, du côté du Sinecat, la levée de la grève reste conditionnée au paiement de 500 $ américains comme salaire mensuel à chaque enseignant. Suivez les détails dans cet élément. La décision du CIECO d'élever la grève après sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'a pas été bien accueillie par d'autres syndicats d'enseignants, en particulier la synergie des syndicats des enseignants qui se déclarent non concernés par cet accord. Ce n'est pas la première fois que les CIECO suspendent la grève sans que les enseignants ne puissent obtempérer. Parce que les enseignants qui sont affiliés aux organisations membres de la synergie ne sont pas concernés par une déclaration qui n'est pas issue de l'Assemblée générale des enseignants. Bien au contraire, les enseignants de ce syndicat CIECO se sentent trahis et se radicalisent même. Selon Jean Bosco Puna, secrétaire général du syndicat, la reprise du travail des enseignants est conditionnée par le paiement d'un salaire de 500 $ américains par enseignant. À quelles conditions les enseignants peuvent reprendre le travail? Je crois que les enseignants l'ont clairement exprimé. 500 $ ou rien. Et c'est pourquoi la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo a fait la proposition au gouvernement de convoquer les assises sur la politique salariale. Et donc, de ces assises découlera une loi qui va sécuriser tous les enseignants de la République. Mais le gouvernement traîne le pas. Alors que le temps presse, Puna met en garde. L'année scolaire risque d'être déclarée blanche si l'État continue à traîner les pieds au lieu d'engager un véritable dialogue avec le syndicat. Plus de 40 jours après, mais ça inquiète. La première période au niveau du secondaire est presque à la fin. La première période également au niveau primaire est à la fin. Nous ne savons pas techniquement comment on va devoir récupérer si le gouvernement continue à traîner les pieds. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo est soucieuse pour que l'année commence, mais elle invite le gouvernement à prendre son courage pour que ces assises soient convoquées et que finalement nous ayons une loi où le gouvernement prend l'engagement avec le Parlement à pouvoir redonner de l'ascenseur à l'enseignant. Dans ces contextes, une question se pose. Le gouvernement entendra-t-il les véritables revendications des enseignants avant qu'il ne soit trop tard? Parlons des défis environnementaux à présent. La Metelsat a annoncé que la ville de Kinshasa ainsi que 11 autres villes feront face à de pluies diluviennes entre octobre et décembre 2024. La capitale congolaise n'a pas attendu pour faire face aux premières inondations le week-end dernier. Comment la ville peut-elle donc se préparer pour affronter ces inondations? Olga Chebambe, experte en questions environnementales, propose 4 pistes. Elle est jointe au téléphone par Rosie Tuyo. Pour préparer la ville de Kinshasa à mieux faire face à des inondations, voici 4 stratégies et actions que je propose. Premièrement, c'est aménagement du territoire et urbain durable, amélioration des infrastructures, il y a la gestion des déchets et renforcement institutionnel et politique.
Aménagement du territoire, c'est donc encourager des pratiques de développement urbain durable qui tiennent compte des zones inondables. Cela peut inclure toute la construction dans les zones vulnérables et la création d'occupations des sols en tenant compte des risques d'inondation. Donc, c'est création aussi des bassins de rétention, canalisation et drainage, aménagement des zones inondables, donc préserver ou restaurer des zones humides et créer des zones tampons capables d'absorber une partie des excédents d'eau. Voilà, des bassins, création des bassins de rétention, donc des bassins pour stocker les eaux des pluies temporaires, peuvent aider à limiter les débordements soudains pendant les fortes pluies. Canalisation et drainage, donc c'est réhabiliter ou agrandir les systèmes de drainage existants, les égouts et tout, pour permettre une meilleure évacuation des eaux pluviales. Deuxième stratégie, c'est la gestion des déchets. Très simple. C'est de se rassurer que chaque maison, chaque ménage est abonné à un système de collecte. Donc, il est important de mettre en place des systèmes de gestion des déchets efficaces pour éviter que ceux-ci ne bougent les égouts ou des canaux de drainage. Donc, chaque ménage doit être abonné, chaque institution, chaque structure, restaurant, hôtel, maison, ménage doit être abonné à un service de collecte des déchets formel qui collecte chaque semaine, amené dans le dépôt transitoire où les déchets sont triés et recyclés s'il le faut. Et puis, troisième point, c'est renforcement institutionnel et politique. Donc, travailler avec les autorités locales, les agences internationales et les populations pour renforcer les capacités institutionnelles à réagir rapidement aux inondations. Donc, les gouvernements locaux et nationaux doivent adopter et appliquer des politiques environnementales strictes visant à protéger les écosystèmes fragiles et prévenir les inondations. Et puis, quatrième point, voilà, donc c'est réhabilitation des zones touchées. Donc ça, c'est post-inondation, préparer les plans de relogement temporaire pour les populations touchées, ainsi que des mesures de réhabilitation rapide pour les infrastructures endommagées pendant, disons, après les inondations. Donc, en gros, pour ceci, il faut une collaboration où il est essentiel d'adopter une approche à long terme en prenant en compte les changements climatiques et en renforçant les capacités de résilience des populations locales. Et cela va nécessiter une collaboration, une coordination entre les autorités locales, les ONG, les citoyens et les partenaires internationaux. Donc voilà les quatre stratégies et actions qu'on peut mettre en place pour mieux faire face des... Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire où produire 100 tonnes d'or par an d'ici 2029 ne causerait aucun problème contre 51 tonnes en 2023. Pour doubler sa production d'or, le pays peut s'appuyer sur les nouvelles mines qui entrent en service comme Lafigué. Exploitée par Endeavour, cette dernière a livré sa première lingot d'or en 2024. Suivez. Mise en service fin juin 2024, la mine Lafigué peut livrer annuellement 200 000 onces, soit 5,6 tonnes d'or dès 2025. C'est du moins l'objectif annoncé samedi 19 octobre par son propriétaire Endeavour Mining à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle mine d'or située dans le centre nord de la Côte d'Ivoire. Lafigué est la troisième mine industrielle d'or à entrer en production depuis 2023 après le mine Séguéla et Aboujar. Ces actifs soutiennent la hausse de la production nationale d'or qui est passée de 48 tonnes en 2022 et 51 tonnes en 2023. Elle devrait atteindre 55 tonnes cette année grâce à une contribution de 90 000 et 100 000 onces de Lafigué. Pour la contribution directe à l'économie, Endeavour prévoit des revenus publics de 380 milliards de francs CFA, soit 630 millions de dollars, ainsi que la création de 1500 emplois selon différentes sources médiatiques. Le gouvernement ivoirien détient une participation de 10% dans la mine et a notamment le droit à une redevance minière pouvant aller jusqu'à 6% des revenus tirés des ventes d'or. Avec la mise en service de Lafigué et l'exploitation plus ancienne de la mine d'or, Ity Endeavour Mining possède aujourd'hui 2 mines d'or en Côte d'Ivoire.
La compagnie prépare déjà le développement de sa troisième mine dans le pays, celle de Tanda-Iguela. Il s'agit d'un gisement découvert en 2022 et hébergeant 4,7 millions d'onces d'or, soit 133 tonnes. Selon le ministre ivoirien de Mines, Mamadou Sagafoua Koulibaly, la Côte d'Ivoire pourrait produire au moins 100 tonnes d'or par an d'ici les 5 prochaines années. Ainsi prend fin ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez branchés sur Géopolis Télévision. À 14h, vous aurez Géociné. Et à 19h30, vous aurez la grande édition du journal avec Patrick Ilunga. À 21h, vous suivrez Chemin Critique avec William Albert Kalengay. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et à tout à l'heure.